La politique générale de l'État pour les 5 prochaines années a été présentée aujourd'hui par le gouvernement lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée nationale. Elle ne diffère pas de celle du premier mandat d'Anjadzuel en 2019, selon les députés. La vérité concernant l'affaire des 22 conteneurs de bois de rose en provenance de Madagascar, saisis en Tanzanie, est réclamée par tous, que ce soit politiciens, organisations de la société civile, observateurs de la vie nationale et citoyens, une affaire dont les circonstances demeurent suspectes. Dans l'actualité internationale, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont parvenus jeudi à un accord sur une nouvelle aide financière à l'Ukraine, 50 milliards d'euros jusqu'en 2027, au terme d'un bras de fer de plusieurs semaines avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban. L'accord est une preuve de la fortunité des 27, a insisté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé par visioconférence aux dirigeants européens. La politique générale de l'État pour les 5 prochaines années du mandat d'Anjadzuel est la même qu'en 2019, selon les députés. Elle a été présentée aujourd'hui par le gouvernement lors de la réunion extraordinaire de l'Assemblée nationale. Selon les explications, ce ne serait pas tant la politique générale qui pose problème, mais plutôt le manque de volonté du régime actuel à la mettre en œuvre. Par exemple, la rénovation de la route nationale numéro 6 a toujours fait partie de la politique générale de l'État, mais elle n'a jamais pu être achevée. Selon les députés, ils ont voulu poser de nombreuses questions au Premier ministre au sujet de cette politique générale de l'État, mais ils ont été retenus. Seuls les présidents des groupes parlementaires ont eu le pouvoir de s'exprimer. Ils considèrent cela comme une forme de dictature de la majorité. La rénovation de la RN6 est à nouveau mentionnée dans la PGE, mais ce n'est pas la première fois. En tant que député ayant exercé 2 mandats, soit pendant 10 ans, je sais que les rénovations de cette route étaient également incluses dans la PGE de 2019. La PGE est bien élaborée, mais l'absence de mention de la route vers Analalav nous chagrine. Une préoccupation que nous demandons de prendre en considération. Si seulement nous avions eu l'opportunité de prendre la parole et de présenter nos suggestions. Cependant, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale, il y a une forme de dictature de la majorité. La majorité a reçu des consignes. Je ne préciserai pas de la part de qui. Pourquoi a-t-on empêché les députés de s'exprimer individuellement alors qu'il est question ici de Madagascar et non d'un groupe parlementaire? La mise en œuvre de la PGE ne concerne pas les groupes parlementaires, mais l'ensemble des districts à travers le pays. Que peut connaître le président d'un groupe parlementaire des réalités de chaque district? Le député de la localité a souligné que les habitants du district d'Analalav n'attendent rien du régime actuel, car leur localité a une fois de plus été négligée. Selon lui, les affirmations des dirigeants actuels selon lesquelles tous les districts seront pris en compte ne sont que des paroles en l'air, un simple coup de communication. La politique générale de l'État a toujours été impeccable. Cependant, c'est la mise en œuvre qui pose problème. Sur les 124 pages du plan général de l'État, le district d'Analalav n'a pas été mentionné une seule fois. Quel est le problème avec le régime actuel concernant ce district? Qu'ont bien pu faire les habitants de cette région pour être ainsi négligés par le régime? Le gouvernement devrait être au service de tous les citoyens et de tous les districts. Je salue les dernières paroles du Premier ministre, prononcées vers la fin de son allocution, affirmant qu'aucun district ne serait oublié. J'ose espérer que les paroles du Premier ministre, lors de notre discussion privée, sont sincères. Lorsque je lui ai demandé pourquoi le district d'Analalav n'était pas mentionné, il m'a répondu que la politique présentée était générale et que le district d'Analalav était inclus. Par exemple, en ce qui concerne la route coupée au niveau de Marumandi, qui fait partie du district d'Analalav, dont la construction est prévue dans le cadre de la route nationale numéro 6, je me demande si cette portion de route liée à Analalav ne faisait pas partie de la RN6. Aurait-elle été considérée? Je tiens à exprimer ma gratitude pour l'inclusion de la liste des routes à rénover de la route d'Antsuye de Belan à Andap, qui sont des portions de la route RN31B. Mais pourquoi la route RN31B, reliant Analalav à la RN6, a-t-elle été exclue? RN31B, nous attendons.
fa naona no dinganina ny RN 31A. Zay mampitohy ny Analalava sy ny RN 6. La politique générale du gouvernement repose sur 3 volets: les aspects sociaux, l'économie et la gouvernance. La politique de mise en œuvre de cela sera présentée demain au Sénat. Politiciens, organisations de la société civile, observateurs de la vie nationale et citoyens, tous réclament la vérité concernant l'affaire des 22 conteneurs de bois de rose en provenance de Madagascar saisis en Tanzanie. Selon les explications, le rejet de responsabilité du gouvernement et l'affirmation selon laquelle ces bois précieux ont été saisis en Tanzanie depuis 2022 sont suspects, d'autant plus que ces informations n'ont été présentées que 2 ans après les faits. En effet, le directeur de la douane a indiqué hier que ces bois de rose ont quitté Madagascar en 2014 et ont été saisis au Kenya durant plusieurs années. En 2022, ils étaient sur le point d'être exportés à Dubaï, mais ont été interceptés en transit par la Tanzanie. Pour l'OSC Alliance Foire-Gas, de nombreuses incertitudes et questions restent en suspens concernant cette affaire et nécessitent des réponses. J'ai eu vent de cette affaire il y a 2 semaines, mais en tant que membre d'une organisation de la société civile, je ne pouvais pas en discuter sans disposer de plus d'informations et de preuves. L'intervention du directeur de la douane sur cette affaire a confirmé son existence. La question actuelle est de savoir si ces bois de rose étaient en transit en Afrique avant d'être saisis en Tanzanie ou s'ils provenaient directement de Madagascar. Nous sommes en train d'enquêter à ce sujet. Si ces bois de rose étaient en Afrique, le fait qu'ils aient pu être déplacés est suspect, surtout si cela remonte à 2014. Cette affaire pourrait être liée à celle des 50 000 rondins de bois de rose de Singapour. Cependant, si ces bois de rose provenaient directement du pays, il s'agirait alors d'une affaire de grande corruption. Habituellement, les contrebandiers de bois de rose utilisent des méthodes d'embarquement en mer, mais dans ce cas, l'utilisation de conteneurs suggère une implication dans le port, impliquant ainsi plusieurs actes de corruption. En tant qu'OSC, notre rôle consiste à mener des enquêtes et à encourager les autorités compétentes à agir et à assumer leurs responsabilités, en particulier le ministère de la Justice et le ministère de l'Environnement qui vient de changer de ministre. Nous espérons que ce nouveau ministre adoptera une nouvelle approche en matière de leadership et de gestion ministérielle. Selon l'ancien président de la HCDDED, cette affaire doit faire l'objet d'une enquête approfondie et ne doit pas être traitée à la légère et sans suite, comme cela a souvent été le cas dans le pays. Quelle est la distance entre Madagascar et la Tanzanie? Comment ces bois de rose ont pu quitter Madagascar dès 2014 et n'être découverts que maintenant en 2024? C'est suspect, mais nous ne ferons pas de longs commentaires sur l'affaire et attendrons les résultats de l'enquête. Même s'ils tentent de dissimuler des informations, les étrangers savent quand ce bateau est arrivé, d'où il vient et quand. Ces informations finiront par être révélées. Le problème est qu'ils savent qui sont les responsables dans cette affaire, mais cela reste dissimulé. Ce n'est que lorsque ces personnes ne sont plus dans le gouvernement ou dans le régime en place qu'elles sont poursuivies, alors que cela devrait être fait maintenant. La divulgation de la vérité doit se faire dès à présent. Le parti RDS, Rouswam Démocratie Sociale, a souligné que la transparence et la divulgation des identités des responsables de ce trafic de grande envergure de bois de rose dissiperont les nombreux doutes et inquiétudes qui planent actuellement, et non le rejet de responsabilité de la part des dirigeants actuels. Le problème de ce régime réside dans sa tendance à rejeter la responsabilité. Il n'assume pas ses erreurs et à la fâcheuse habitude de les attribuer souvent à l'opposition. Cette pratique ne correspond pas à des normes de bonne gouvernance et ne devrait pas être tolérée, car elle ne favorise pas le développement du pays. Les Malgaches ont besoin de transparence et toutes les informations et documents relatifs à ces bois de rose doivent être divulgués. Qui sont les instigateurs? Est-ce réellement l'opposition ou des individus impliqués dans la contrebande de trésors nationaux ou encore des personnes au sein du régime actuel? La divulgation de ces informations contribuera à instaurer la paix dans le pays. Toutes les autorités compétentes doivent assumer leurs responsabilités dans cette affaire, en particulier le ministère de l'Environnement qui vient d'accueillir un nouveau ministre.
De plus amples informations, y compris l'identité des commanditaires dans cette affaire de trafic des 22 conteneurs de bois de rose, sont ainsi attendues par tous. Il est souhaitable que ce soit le gouvernement qui annonce ces détails de manière officielle, plutôt que les médias locaux et étrangers, comme cela a été le cas pour l'affaire concernant la nationalité étrangère d'Andradzuel et l'affaire de corruption impliquant Rumivo Sanjenarsou, qui comparaîtra prochainement devant le tribunal de Londres. 80% du crédit carbone forestier destiné à Madagascar, d'un montant de 8,8 millions de dollars provenant de la Banque mondiale, seront principalement orientés vers l'amélioration des aires protégées et la protection des forêts, a annoncé aujourd'hui le BNCCC RED+. Selon les explications, ces fonds doivent être gérés de manière efficace et transparente afin que le développement puisse bénéficier directement aux communautés au niveau des collectivités territoriales. L'État malgache a conclu un accord commercial pour le taux de carbone absorbé par nos forêts dans la région nord-est de l'île. Toutes les opérations liées à cela sont menées de manière transparente. Lorsque ce crédit carbone est versé dans les caisses de l'État, un décret a déjà été mis en place pour la gestion de ces fonds. 80% de ces fonds est dédié au terrain, en soutien aux citoyens qui dépendent des forêts, ainsi qu'à renforcer la protection de ces forêts qui absorbent du carbone et à accroître les surfaces forestières par le biais du reboisement. Madagascar est l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Par conséquent, il est impératif d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie claire pour faire face à ces défis. Le rapport de la délégation malgache ayant pris part au sommet international COP28 à Dubaï le 12 décembre 2023, a été présenté aujourd'hui lors d'un atelier à Anoussi. À la suite de cette participation, des actions de développement axées sur la base, c'est-à-dire au niveau des collectivités territoriales décentralisées, ainsi qu'une gestion transparente et efficace des fonds dont Madagascar a bénéficié, sont attendues. Le mois de janvier de cette année a été 2 fois plus éprouvant, bien que ce mois soit généralement une période difficile pour la population, ont déclaré les citoyens. Le mois de janvier a été 2 fois plus éprouvant cette année, bien que ce mois soit généralement une période difficile, ont déclaré les citoyens. 5 000 ariary est le budget journalier maximum de la plupart des ménages malgaches qui tirent leur subsistance du commerce de détail. Cette somme est destinée à couvrir les dépenses liées au riz et à ses accompagnements pour l'ensemble des repas de la journée. Pour plusieurs mères de famille, face à la hausse coût de la vie, c'est la ration alimentaire de l'ensemble de la famille qui a dû être réduite. Ce mois de janvier a été difficile car les revenus étaient faibles et il y avait beaucoup de pluie. Malgré cela, les aspects sociaux de la vie des citoyens n'ont jusqu'à présent pas été véritablement pris en considération. Le marché est peu fréquenté et si l'on investit 100 000 ariary dans le commerce, seulement 30 000 à 40 000 ariary sont vendus. Nous avons été contraints de réduire nos rations alimentaires. À midi, nous nous contentons d'un repas léger, juste un peu de pain et du café. Et le soir, nous diminuons la portion du dîner. Actuellement, nous consommons du riz stock car c'est le moins cher. Il est à 800 à 900 ariary. Cette hausse du coût de la vie, au cours du mois de janvier, s'est répercutée sur le prix du riz. Un gobelet de riz de luxe est actuellement à 1100 ariary. Pour le riz casse et le riz stock, les prix ont augmenté entre 100 à 150 ariary. Pour acquérir les produits de première nécessité, de nombreux citoyens ont dû contracter des prêts auprès des détaillants. Le nombre de personnes s'endettant ainsi a considérablement augmenté ce mois-ci par rapport aux autres mois. Le nombre de personnes qui ont contracté des prêts chez nous a augmenté ce mois de janvier. La plupart ont dû tous dépenser durant les fêtes. En général, les prêts sont liés à l'achat de riz. Les riz importés ont vu leur prix augmenter, en particulier le riz de luxe, qui était précédemment à 950 ariary et est désormais à 1100 ariary. Auparavant, le riz de luxe était le plus prisé car il augmentait en volume lors de la cuisson. Mais actuellement, les gens se tournent davantage vers le riz macaolique. Selon les explications, des solutions à long terme qui se concentrent particulièrement sur les aspects sociaux du peuple, surtout en milieu rural, sont ceux que les citoyens attendent et non des promesses sans réalisation. Outre les défis,
Liées à l'inflation, les citoyens ont également exprimé leurs préoccupations quant à l'insécurité actuelle, au manque d'opportunités d'emploi, ainsi qu'aux problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Le nombre de personnes souffrant d'hypertension artérielle et de diabète sévère à Madagascar a augmenté, a déclaré aujourd'hui les médecins. En général, ces maladies se manifestent à partir de l'âge de 45 ans. Cependant, il est désormais observé qu'un nombre croissant de jeunes en dessous de cet âge sont touchés, et même des enfants présentent des signes de diabète, surtout après la pandémie de Covid-19. Les médecins ont souligné qu'il existe de nombreux signes indiquant la présence de ces maladies. Pour l'hypertension artérielle, il n'y a parfois aucun signe évident, mais la maladie est souvent détectée lors de la mesure de la tension. Mais souvent, il y a des symptômes tels que des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision, une accélération du rythme cardiaque, une tension dans le cou et parfois des évanouissements. En ce qui concerne le diabète, lorsque le taux de glycémie atteint au niveau très élevé, la personne éprouve une soif constante, une envie accrue de manger et d'uriner, tout en perdant beaucoup de poids. Selon les explications, l'hypertension artérielle et le diabète sévère peuvent entraîner d'autres maladies s'ils ne sont pas traités correctement. L'hypertension artérielle et le diabète, s'ils ne sont pas traités correctement, peuvent entraîner l'insuffisance rénale. Nous encourageons vivement les citoyens à effectuer régulièrement des bilans de santé, en particulier pour ces deux maladies. Le diabète et l'hypertension artérielle peuvent être prévenus. Si vous souffrez de ces affections, des traitements abordables sont disponibles à l'hôpital. La clinique de Tanzbat a organisé aujourd'hui une campagne de mesure gratuite de la tension artérielle et de dosage de la glycémie afin d'identifier les cas d'hypertension artérielle et de diabète. Des soins primaires liés à ces affections ont également été prodigués gratuitement. Pendant la matinée, 57 personnes ont bénéficié de cette test. Les responsables ont annoncé la mise en place également de services de consultation gratuits spécialement dédiés aux femmes enceintes.